Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce tout premier numéro de votre émission Jeunesse Dorée de l'année 2023. C'est un plaisir de vous avoir, chers téléspectateurs. Nous sommes tous là pour 1h30 d'émission. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jeez. Hey, Tobina, un peu d'abord. Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu. Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No my, no my, no. Motemai, Emma, Emmanuel. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, 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 Dieu. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Spécial Jeunesse Dorée, vous aurez quelques rétros des anciennes émissions, des anciens numéros avec nos chroniqueurs, vous allez voir, des chroniqueurs tout jeunes, mais aujourd'hui qui ont pris un peu de poids, des anciens visages, vraiment. Et puis, nous allons commencer le bulletin avec Oriane Tokpo. Oriane Tokpo nous fera revivre les éléments qui ont eu lieu pendant les périodes festives. Oriane, bonjour. Bonjour Habib, bonjour à toutes et à tous. Alors, pendant les périodes festives, vous aviez relevé quelques éléments avec nous. Vous dites échange de Patrice Talon avec les personnes en situation de handicap pour de nouvelles directives. Évidemment, le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé avec les personnes en situation de handicap ce samedi 31 décembre 2022. C'est une occasion pour lui de connaître les difficultés que ces personnes rencontrent dans leur vie au quotidien. Patrice Talon a rappelé la loi portant protection des personnes en situation de handicap. Il notifie également que depuis, le gouvernement pense à ces personnes et voit ce qui pourra être fait pour elles dans les jours à venir. Et d'une rencontre à une autre, Oriane Tokpo, le ministre Oswald Omeki, lui, il était au contact des encadreurs sportifs.
toute affaire, la salle rouge du palais des congrès de Cotonou a arbitré dans l'après-midi de ce samedi 14 janvier 2023 une rencontre importante. Il s'agit d'une séance d'échange entre le ministre des Sports Oswald Omeki et les encadreurs sportifs de toutes les 77 communes du Bénin. Ces acteurs clés du programme des classes sportives ont tenu pour la première fois un tête-à-tête avec le patron des sports au Bénin afin de discuter avec Oswald Omeki. Ainsi se résume cette rencontre ayant duré des heures. Et du sport, nous revenons maintenant aux coopérations ou à la coopération entre la Chine et le Bénin qui se renforce. Évidemment, la coopération entre la Chine et le Bénin, vieille plus de 50 ans, se renforce de jour en jour. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise a effectué le vendredi 13 janvier 2023 une visite de travail au Bénin. Dans ce cadre d'une tournée africaine qu'il a entamée depuis le 9 janvier dernier. C'est son premier voyage, il faut le rappeler, à l'étranger, notamment en Afrique. Et restons à l'étranger, mais cette fois-ci avec Kylian Mbappé qui est de nouveau dans son club. Exactement, Habib, pendant que Lionel Messi vient de reprendre service dans le club de la capitale, la journée précédente, c'est le tour de Kylian Mbappé de refaire son comeback. Le champion du monde 2018 était déjà de retour avec le PSG après la Coupe du Monde. Cependant, le prodige français est reparti aux États-Unis avec son coéquipier Achraf Hakimi pour des affaires personnelles depuis une semaine. Merci beaucoup à vous, Oriane Tokwa. Vous restez avec nous et on va recevoir nos confrères, nos collègues. Adamou Ibrahim, bonjour. Bonjour Habib, comment vous allez? Je vais très bien, vous avez bien fêté, j'espère. Très bien. Et vous, Vanessa? Ça va. Ça va? Ouais, je vais super bien. Super bien. Vous avez la pleine forme? Ouais, la pleine forme, au top. Un bon sourire. Merci. D'accord. On va aller sur deux sujets. Le premier sujet, c'est avec vous, Ibrahim. Le chef de l'État pense aux personnes en situation de handicap. Oui, en effet, je crois que c'est une action à saluer de la part du chef de l'État. Je crois d'ailleurs que c'est dans ses charges régaliennes de s'intéresser à tout le monde, à tous les citoyens du Bénin. Et parmi les citoyens du Bénin, bien entendu, les personnes vivant avec un handicap qui sont également des citoyens à part entière. Mais généralement dans la société, ces personnes sont marginalisées. Donc il faut de temps en temps quelqu'un de ce rang-là, quelqu'un de cette hauteur présidentielle pour leur redonner encore de la valeur, pour leur redonner de la joie, pour leur redonner de la confiance. Donc c'est en cela qu'il faut saluer cette initiative du chef de l'État. Ces personnes-là disent que les portes des entreprises privées et même les entreprises publiques leur sont régulièrement fermées. Désormais, le président souhaite mettre fin à cette situation. Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que c'est déjà connu d'avance, hein. C'est une bonne initiative, c'est une bonne idée de pouvoir quand même penser, parce que moi j'en connais des personnes handicapées mais qui ont des talents incroyables. Donc je pense qu'avec les efforts du gouvernement pour pouvoir quand même mettre en lumière ces personnes-là, va quand même permettre de se dégager, de sortir de leur zone de confort et de pouvoir faire ressortir en fait ce qu'ils savent faire au profit de tout le monde. Je pense que ça va beaucoup aider. Oriente quoi? Moi, je ne dirais pas le contraire de ce que les deux chroniqueurs ont déjà dit. C'est une bonne idée, une bonne initiative venant du gouvernement parce que vous et moi, nous savons tout ce que c'est les personnes en situation de handicap, c'est des personnes qui sont reléguées au second rang. C'est des personnes à qui on ne doit pas beaucoup de privilèges dans la société. Et déjà, si le gouvernement a eu cette idée, ça va permettre à ces personnes de regagner la confiance en elles-mêmes et de reprendre
l'estime de soi qu'elle avait peut-être perdue. Voilà. Ce qui va aussi permettre, ce qui va aussi permettre à ces personnes de regagner la confiance en elles-mêmes, c'est bien sûr le fait que le chef de l'État a fait remarquer que les bâtiments, par exemple, des ministères sont construits avec 2, 5, 4, 6 étages, ce qui ne facilite pas l'accès aux personnes en situation de handicap. Mais désormais, ces bâtiments-là, il faut organiser de manière à ce qu'il y ait l'accès. Voilà. Oui, en effet, c'est très important parce que ce sont des personnes qui également louent les services, qui vont louer les services de ces entreprises, de ces ministères. Donc, il faut créer un environnement immobilier qui va leur permettre d'agir efficacement, de travailler efficacement, d'obtenir les services que ces personnes-là veulent. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et tel que ce gouvernement l'a fait avec les femmes à l'Assemblée nationale, en imposant des quotas, en faisant en sorte qu'il y ait des quotas réservés spécifiquement aux femmes, ce qui fait que pour cette législature, nous avons un nombre important de femmes. Je pense qu'on peut faire pareil avec des personnes vivant avec un handicap et exiger qu'il y ait par exemple dans nos parlements des personnes vivant avec un handicap. Cela va leur permettre de défendre des droits qui leur sont spécifiques, puisque ces personnes-là vivent avec le handicap, elles savent très bien ce qu'il leur faut. Elles seront proposées des lois qui vont en faveur des personnes vivant avec un handicap. Vanessa, proposer ou faire en sorte que ces personnes-là aient un quota, peut-être à l'Assemblée nationale ou dans les instances de décision, vous partagez l'avis de... Certainement, oui. Bien sûr, ça fait partie quand même de la promotion du genre et également que ça soit homme ou femme. Je pense que ces personnes quand même ont le droit d'être libres comme toutes ces personnes qui n'ont pas d'handicap, comme toute personne normale. Donc je pense que je suis d'avis. Totalement d'avis. Oriane? Avec Vanessa, ces personnes doivent être présentes quand même aux instances de prise de grandes décisions. Et comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, la lutte qui a été faite jusqu'à ce que nous ne sommes là où nous sommes aujourd'hui, et il y a un nombre très élevé, bon je ne dirais pas très élevé, hein, mais quand même remarquable de femmes à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement peut déjà aussi agir dans ce sens, ce serait bien. Et on verra bien comment les personnes qui sont en situation de handicap porteront leur voix à l'Assemblée nationale pour décider, tout comme nous. Les classes sportives, Ibrahim Adamou, désormais le ministre a donné le top et il a rencontré les encadreurs. Oui, c'est à saluer également cet acte du ministre qui entre dans le cadre des classes sportives, parce qu'il faut souligner que chez nous, généralement, on pense que il ne faut pas aller apprendre à jouer, par exemple, à taper dans le ballon avant d'être Pelé, d'être Cristiano, d'être Messi. Ce qui fait que dans les grandes compétitions internationales, nous sommes relégués au dernier plan. On n'arrive pas à prospérer. Mais quand on voit un peu quand même à l'échelle continentale, l'équipe du Sénégal par exemple, l'équipe du Maroc, ce sont des équipes des nations qui ont su très tôt mettre en place des classes sportives, qui ont des écoles de foot, qui ont tout ce qu'il faut, voilà, pour prospérer de façon sportive. Et cela se voit déjà sur la scène continentale et mondiale, que ces équipes-là sont de loin en tête du classement. Je crois que c'est cette volonté qu'on a voulu également implémenter chez nous et qui a motivé cette rencontre entre le ministre des Sports et les encadreurs des classes sportives. C'est vraiment à renouveler. Il faut qu'on se donne vraiment des objectifs. Et d'ici là, on prie pour que le Bénin se hisse également au rang de ces nations prospères sportivement. Et je pense que cette rencontre a permis quand même de faire le point et de pouvoir se lancer des perspectives afin d'améliorer et quand même les jours à venir le sport béninois.
Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs. Nous allons aller à la régie pour suivre cet élément de Nelly, réalisé par Nelly Michaï entre-temps, avec un invité sur Innova, c'est le Guy Piano. C'était 4 fils que j'ai tirés dessus sur la planche avec les 4 clous et puis je commençais par jouer petit à petit, je jouais do, ré, mi, fa, sol. Bon, ça ne suffisait pas, mais quand je constate que ça ne suffit pas, bon, j'augmente au fur et à mesure les fils pour obtenir à peu près, on dirait... La note que vous voulez. Quoi? Vous augmentez les fils pour... Oui, au fur et à mesure pour obtenir la bonne note des chansons. Bon, je ne maîtrisais pas do, ré, mi, fa, sol, mais je suivais les chansons à l'oreille et puis je règle l'instrument sur la chanson et puis je joue correctement. Wow. Quoi qu'il en soit, elle est morte et aujourd'hui vous avez voulu rendre hommage. Oui, parce qu'elle ne m'a jamais servi, moi aussi je ne l'ai jamais servi. C'est ce qui m'a un peu touché, quoi. D'accord. D'accord, donc on va terminer puisque Habib est pressé de nous renvoyer de son plateau. Donc on va finir, vous allez nous jouer un petit extrait de votre chanson que vous avez enregistrée mercredi passé. Donc vous allez prendre votre instrument de musique, le Guy Piano, pour nous jouer quelque chose. Oui, la chanson, vous l'avez baptisée comment? Votre chanson? Bon, c'est Reviens maman. Reviens maman. Oui. D'accord. Reviens maman. Oui. Reviens maman. Allez-y. Donc on va écouter. Je suis né dans le monde par la grâce de Dieu. Si je suis mort ou je suis vivant, je ne sais plus. Depuis que ma mère ne vit plus là dans le monde, je suis devenu de n'importe quoi dans le monde. À l'âge de 8 ans, elle est partie et m'a laissé. J'ai souffert parmi les hommes du monde. Maman, reviens à moi pour t'occuper de moi. Maman, reviens à moi pour t'occuper de moi, Daviré. Merci. Merci beaucoup, Daviré. Voilà. Sur David Koukoui, voilà, un talent, absolument, Ibrahim. Très ingénieux. Très ingénieux, voilà un peu ce que nous avions fait l'année passée. Vanessa? Oui. Je trouve que pour ma part, ces genres d'innovation, c'est comme je le disais tout à l'heure, passer ces genres de personnes, ça permet quand même de montrer ce qu'ils savent faire au public, de pouvoir, pour que le public quand même puisse l'adopter. Et je pense que c'est une belle innovation. Je ne savais pas que ça se faisait, sincèrement parlant, mais bon, je pense que la rubrique quand même permet à ces personnes-là de quand même se faire connaître au public et pour que le public puisse quand même accepter ce qu'ils font et pourquoi pas l'essayer à leur tour pour que la famille puisse agrandir. Voilà. Donc je pense que c'est déjà une bonne innovation et je pense que Nelly fait bien son travail. Je la salue au passage. D'accord. Oriane? Oui, tout comme Vanessa, nous sommes sur la rubrique Innovar là. Et quand il s'agit de Innova, il faut quand même inviter les personnes qui innovent dans leur domaine. C'est ce qui a été fait. On a invité un jeune, oui, David, un jeune très très talentueux. Nous l'avons mis en lumière. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Donc c'est ça, on a fait pour pouvoir montrer aux autres que dans notre pays, le Bénin, nous avons des jeunes talentueux, des jeunes qui innovent, qui font bien leur boulot. Voilà. Ibrahim, le Guy Piano. Le Guy Piano, c'est une initiative à mettre en lumière. Parce que cela permet de montrer que nous sommes aussi capables. Cela permet de briser les complexes d'infériorité qui sont en vogue chez nous. Cela permet de montrer au monde entier que nous n'attendons pas nécessairement ce qui vient d'ailleurs avant de créer nous-mêmes notre harmonie, l'harmonie sonore, l'harmonie musicale. Je pense qu'il faut mettre cela en lumière et cela va encourager beaucoup de jeunes comme lui
à innover. Et c'est d'ailleurs pour cela que la rubrique existe. Nous traquons des innovations, auxquelles soit. Nous traquons des innovations. Et donc, d'innovation en innovation, on a réussi à avoir un professeur, un archéologue. Nelly l'a reçu sur notre plateau et on va suivre la vidéo et on revient. On a quelques pas ont été arrêtés pour qu'on puisse finir les travaux. De quoi s'agit-il? Au cours d'une étude d'impact qui avait été donc faite en 2021, on a découvert le long de la route des pêches, notamment entre Adunko et la porte de non-retour, une série de sites exceptionnels. Une série de sites exceptionnels. C'est quoi vous appelez site exceptionnel? Oui, je m'en vais expliquer. Ce sont des buttes anthropiques. Les buttes anthropiques, ce sont des accumulations de sédiments liés à l'occupation humaine. Mais ici, c'était des buttes faites uniquement de tessons de poterie. C'est dommage, si je vous aurais amené une photo, c'est des buttes faites uniquement de tessons de poterie. Vous avez une accumulation sur 5 mètres de poterie et de poterie brisée, empilée. Et ce depuis donc Adunko jusqu'à disons dans la région d'Aflikete où ces sites-là se concentrent, notamment à Wadi Plage. Et donc on était en train donc de s'apprêter à voir comment fouiller ces sites quand les travaux ont démarré. Et donc, n'étant pas très bien informé, donc ceux qui faisaient les travaux ont commencé par raser ces sites. Et donc, c'est ce qui nous a fait intervenir d'urgence. Archéologie de sauvetage, voilà, on a reçu le professeur entre-temps en plateau qui parlait de ce métier, jusqu'ici inconnu, Ibrahim Adamou, inconnu du grand public. Ah oui, inconnu du grand public béninois dans le cadre béninois. Quand on parle d'archéologues et d'archéologie, c'est généralement dans les chaînes, sur les chaînes étrangères que nous voyons des blancs, voilà, qui travaillent dans des grottes, etc. Mais je suis vraiment heureux que chez nous également, que nous ayons ces compétences-là à faire valoir, qui permettent de mettre en lumière au jour le jour l'histoire de notre civilisation, l'histoire de notre pays. Souvenez-vous, il y a des officiels étrangers qui sont venus dire ici en Afrique que l'Afrique n'a pas d'histoire. Je pense qu'avec les travaux de M. Didier Nda, on peut parvenir à faire accepter à tout le monde avec des preuves pertinentes que nous avons une histoire et que notre histoire est très belle. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Adamou. Nous avons une histoire et notre histoire est belle. Ce n'est pas Vanessa qui me dira le contraire. Justement, c'est comme Ibrahim le disait tout à l'heure. C'est souvent à l'extérieur qu'on entend les archéologues, l'archéologie, mais au Bénin, qu'est-ce que c'est? Beaucoup n'ont pas connaissance de ça. Et je pense que ce genre de métier permet quand même de nourrir sa famille. Sinon, pourquoi le faire alors? Pourquoi est-ce qu'on sommes encore dedans? Donc, je pense que ces personnes-là qui font quand même l'archéologie gagnent le temps de vie. Et il y en a, et c'est la preuve qu'il y en a qui quand même s'intéressent à l'histoire, s'intéressent à l'être humain, s'intéressent aux sciences physiques. Et je pense que c'est un métier quand même à louer et à encourager. C'est un métier à encourager, c'est un métier à louer parce que quand même, il a permis à ces professeurs-là de mettre en lumière quelques valeurs que nous n'arrivons pas à avoir, surtout celui-là, il l'a cité, Avlekete, Ladji et tout. Ouais. Oriente-toi, votre point de vue. Oui, je suis dans le même sens que Vanessa. Non seulement c'est un métier qui rapporte beaucoup, mais c'est de la pure innovation. Et recevoir un professeur du genre, ça va quand même donner une grande lumière à notre pays. Ça va faire connaître, les autres aussi sauront qu'on a
de ces personnes dans notre pays. Et ça va pousser également la curiosité de certaines personnes quand même à aller chercher, mais c'est quoi l'archéologie, c'est quoi être archéologue, quel est le but, quelle est l'origine, qu'est-ce que ça peut donner. Et je pense que c'est quand même... Ibrahim, est-ce que le recevoir sur le plateau, mettre en lumière ce métier sur notre plateau, est-ce que ça peut susciter la vocation chez certains téléspectateurs? Bien sûr, cela peut susciter des vocations chez beaucoup. Parce que, franchement parlant, moi je pensais que chez nous, ce sont des métiers qui ne peuvent pas exister. Peut-être dans la corne de l'Afrique, peut-être en Égypte, mais ici... Qu'est-ce qu'il y a vraiment à fouiller dans notre sous-sol? Son passage ici m'a permis de savoir que nous avons également des choses à découvrir et que voilà qu'il faut vraiment avoir également des jeunes archéologues pour assurer la relève. Donc cela peut susciter, faire naître des vocations. Merci beaucoup à vous Ibrahim Adamou, merci à vous Vanessa, et également à Oriane, je vais vous raccompagner, mais vous allez revenir pour votre chronique. On vous raccompagne en musique. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais le droit de regarder la télé avec papa, il changeait de chaîne dès que les acteurs semblaient vouloir vivre au lit les mots qu'ils n'osent pas. Je me souviens de son regard qui me disait « Tu es trop jeune pour voir ça ». En silence, je le quittais avec pitié, me disant « Si seulement tu pouvais savoir, papa ». Mon père, j'aurais voulu me protéger cette nuit de Noël ou dans la sacristie. La sacristie inachevée de notre église, j'ai mordu à plein rein dans le fruit fendu. Mon père, j'aurais voulu ne pas vous dire j'ai fait avorter 41 sœurs en Christ. Je suis une vie qui se tue, qui s'est tue. Je fus une adolescence en crise. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père, en Dieu. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père, car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, votre absolution, cher Père, en Dieu. J'aurais voulu mieux connaître mon corps, apprendre à le faire respecter. J'aurais voulu ne pas subir mes hormones, apprendre à les vivre avec lucidité. J'aurais voulu ne pas voir ma scolarité étranglée par le souvenir de Sana, ma copine du collège qui rendit l'âme sur la table de l'avortement. Mon Père, je sais que mes péchés ne sont pas dignes de votre pénitence, mais aidez-moi à éviter à mes petits frères les larmes noires de mes nuits blanches. Mon Père, aidez-moi à éviter à ceux qui sont aujourd'hui là où j'étais hier le piège de leur Snapchat, WhatsApp, la promesse du si je savais. Aidez-moi à faire comprendre aux parents que l'éducation complète à la sexualité n'est pas le terreau de la débauche, plutôt la pilule contre les grossesses précoces, le scandale Bangala. La vie est un océan dans lequel l'adolescent ne peut nager. Des lettres et des arts, nous avons décidé de parler
enfin, de revenir, chers téléspectateurs, sur des moments forts de cette rubrique que vous aimez si tant. Et pour le faire, je suis avec mes chroniqueurs littéraires que vous aimez également. Harim Lassissi, bonjour. Bonjour Habib. Bonjour Harim. Bonjour. Ibrahim, merci d'être ici avec nous. C'est moi. Alors, Harim, quel est le sommaire de la rubrique d'aujourd'hui? Alors, bonjour chers amis téléspectateurs et merci de nous préférer. C'est toujours Jeunesse Dorée, notre rubrique des lettres et des arts, si vous venez de nous rejoindre. Alors, comme Habib l'annonçait, nous allons faire on va survoler les en 2022, vous le savez, on a eu assez de grands moments. À l'instant, on peut citer par exemple l'Arc du Bénin d'hier à aujourd'hui, l'exposition qui a été faite par le gouvernement ou bien par le biais du ministère de la Culture du 20 février au 22 mai de 2022. Il y a eu également le salon du livre du 24 au 27 novembre. Il y a eu également le Grand Prix littéraire, 14 décembre. Et nous avons également Miss Littérature, concours Miss Littérature du 23 décembre au Centre culturel chinois. Alors, donc nous allons avec vous survoler ces moments-là et tout. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez ressenti le besoin de revenir sur l'art du Bénin, Ibrahim? Tout de suite là, je dirais que c'est le fait que cet événement est historique. Parce que cela symbolise le retour de ce qui nous a été volé, de ce qu'on a pillé chez nous. Et pas n'importe lesquels. Vous vous en souvenez, ce sont des trésors royaux qui sont revenus au pays, donc cela se célèbre. Et nous avons commencé l'année 2022 par cela, en organisant donc du 20 février au 22 mai une exposition. Et nous avons remarqué l'engouement du public. Ce qui a fait que le délai a été prorogé. Donc cela a été un événement majeur du début 2022. Donc, il fallait absolument qu'on revienne sur cela. D'accord. Nous avons également des vidéocapsules sur lesquelles nous allons revenir avec la complicité de la régie, bien sûr. Mais avant, il faut reconnaître que quand on fait le bilan de l'année 2022, on a eu beaucoup de plateaux très riches en culture et autres. Et avec ce gouvernement que nous avons, le gouvernement de Patrice Talon, on comprend que on peut également vendre le Bénin par sa culture. Et ce gouvernement s'attelle pour que notre culture, qu'on n'ait pas honte de notre culture et qu'on puisse, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'inaugurations, toujours dans le cadre d'essayer de valoriser ce secteur-là. Donc c'est ce que je peux dire pour conclure. Bien sûr, bien sûr. Avant de vous revenir, Ibrahim, avant Patrice Talon, il y a eu quand même des événements sur la culture. Mais on a constaté qu'il y a un accent particulier, c'est-à-dire le président de la République a la volonté de révéler vraiment le Bénin par sa culture. Oui, il y a eu un regain d'intérêt porté au domaine culturel. Je crois que vous l'avez dit, c'est une volonté affichée du chef de l'État de révéler le Bénin par sa culture. On n'avait jamais connu un tel intérêt. Voilà, porté au domaine de la culture. Souvenez-vous qu'il y a également eu des réformes, le fonds d'aide à la culture, tout ça, ça a été réformé. C'est parce que vraiment c'est important. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, aujourd'hui, quand on parle des grandes nations, on voit que ce sont des nations qui se révèlent également par la culture. Et lorsque chez nous, on ne met pas un point d'honneur sur la culture, je crois qu'on sera des acculturés. On sera en train tout le temps de copier ce qui vient d'ailleurs, sans savoir que chez nous également, il y a de très belles choses qui se font, de bonnes choses qui existent et qui ont des valeurs.
pense que c'est vraiment important. Cela participe de l'expression même de notre identité. Des musées à Rime, là, c'est des musées qui poussent de terre, vraiment. Et puis, la rénovation de la rue des Pêches, nous avons des statues, par exemple, la statue de l'Amazon, nous avons la statue de Biogara, et tout ça. Quels sont ces impacts? Quels seront les impacts de toutes ces actions, hein, sur l'économie d'abord du Bénin et ensuite sur l'image de marque, l'image de destination de notre pays? Je vois que vous avez trouvé la réponse, parce que la réponse est révéler le Bénin à travers sa culture. Et il faut vendre notre culture. D'accord. Et parce qu'à partir du moment où on parle de destination Bénin, on parle du Bénin. Vous avez par exemple la statue de Biogara à l'aéroport, et un peu plus loin, vous avez la statue de l'Amazon, comme vous l'avez souligné. Donc, le gouvernement travaille à ce qu'on puisse vendre notre culture, vendre nos richesses culturelles et tout. Donc, on peut que l'encourager, beaucoup d'encouragement, pour qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Alors, je l'annonçais tantôt, nous allons... oui, Ibrahim. Aujourd'hui, les Français parlent fièrement de la Tour Eiffel. Je pense que nous aussi, on peut parler fièrement de la statue de l'Amazon. Ah oui. On était fiers, vous et moi, quand on était là-bas. Quand on était des passages, bien sûr. Oui, parce que vous voyez, et nous, on a pensé même à un service, à un centre commercial autour de cette statue-là. Qui va créer de la valeur ça ajoutée. draine du monde. Déjà, c'est le Bénin, l'économie béninoise qui... Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme je l'annonçais tantôt, nous avons deux éléments à visualiser avec l'aide de M. Nestor. Et nous allons... Le tout premier, je crois que c'est... nous avons reçu Hervé Totti avec sa pièce. Et bien avant, il y avait Madame Kodia Carmel, qu'on avait reçue autour de Sororité Chérie. Voilà, je pense qu'on peut visualiser. D'accord. Le premier. Martyr dans son mariage, la femme qu'on frappe toutes les nuits, la femme qu'on injurie, la femme qu'on violente, elle ne vous dira pas que c'est le traitement que son mari lui inflige. Elle va vous dire qu'elle a épousé l'homme le plus gentil, qu'elle est heureuse dans son foyer et que son mari est super adorable, etc., etc. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous vivons en Afrique. Je ne veux pas aller en Europe parce que là, les gens disent la vérité. Okay? Donc, quand vous êtes une femme et vous n'écoutez que ces paroles à l'eau de rose ou que vous ne regardez que télénovelas, vous allez vous rendre malade et penser que le mariage est si beau. Vous allez construire des châteaux en Espagne. D'accord? Oui. Donc, ce que moi je veux dire simplement aux femmes et aux jeunes filles qui nous écoutent, il faut être heureuse dans son célibat. Quand vous n'êtes pas heureuse dans votre célibat, la probabilité est très très forte que vous soyez malheureuse dans votre mariage. Parce que dans le mariage, vous avez les tribulations, vous avez les épreuves, la responsabilité vous épuise, la charge des enfants, les épreuves dans la belle famille, les questions de moyens de responsabilité. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour les enfants. Et quand on se marie, on ne va plus derrière. Et vous avez déjà des enfants, il faut regarder devant, focus et vous occuper des enfants. Vous n'allez pas mettre un pas en arrière pour dire que cette affaire-là, c'est trop sérieux, moi je repars derrière d'abord. Vous ne pouvez pas repartir. Et donc pour simplement... résumer ce concept-là, la position dans laquelle tu te trouves en tant que femme, chéris cette position et demande à Dieu de te mettre dans la position qui te convient, la position de ta destinée et de te donner de la grâce. Et pour celle qui... Alors, il faut être heureuse dans son célibat. Moi, je pose la question à Ibrahim, parce que tout à l'heure, en offre, tu disais que on pouvait être... heureux, donc une femme peut être heureuse dans son célibat. Nous sommes en Afrique, je te rappelle d'abord. Ah oui, je le sais très bien. Je crois que elle a raison d'une part, c'est pour dire que le mariage n'est pas une course contre la montre. Faudrait pas, parce que dans son entourage, on voit des personnes mariées, pour l'honneur du titre, soi-même, que nous sommes malheureux, qu'on est laissé pour compte, non. Okay. Il vaut mieux chercher à être heureux, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve.
Donc si l'on est célibataire, peut-être que le moment n'est pas encore venu. Il faut prendre son mal en patience, vivre de façon heureuse avant. Il ne faut pas se jeter dans les bras du premier venu. Donc ainsi on peut être heureux. Mais à l'inverse, si on cherche coûte que coûte à se marier, on se jette à l'emporte-pièce comme ça à qui vient le premier, je pense qu'on ira de déception en déception. Donc et finalement, on sera plus heureux. l'impression que le concept de sororité chérie, les femmes ne se liguent pas contre les hommes ou bien contre la vie au foyer. Non, elle nous avait rassurés lors de son passage parce que le mouvement sororité chérie avait fait naître des inquiétudes chez les hommes. Donc, on le lui a demandé ici, elle a dit non, soyez rassurés parce qu'on travaille pour vous. On travaille avec vous, donc soyez rassurés et chérissez votre place. Donc, la sororité chérie, je ne crois pas que cela soit ligué contre les hommes. Plutôt, c'est pour aider également les hommes, pour aider la société à vivre de façon harmonieuse. L'autre élément que nous allons suivre tout à l'heure, avec toujours la complicité de la régie, c'est ce moment qu'on a vécu ici avec Hervé Totti. Le ballet des bouffons. Avec sa pièce de théâtre, le ballet des bouffons. Grand dramatique. Nous allons devant la régie et nous revenons. Avec le président Blaise Compaoré, il y a également Yanama et printemps arabe dans la pièce. Et vous avez cité ces mouvements-là. Et quel était le rôle de ces mouvements-là? Et vous pensez que ces mouvements, on en a besoin dans toute société? Vous avez fait ce clin d'œil-là à ces mouvements. Je voudrais en savoir davantage. C'est en fonction du rôle que ces mouvements ont eu à jouer sur le continent. À un moment donné de l'histoire même. L'histoire politique du continent. Alors, quand vous prenez ces mouvements, nous sommes dans une pièce satirique où la mauvaise gestion est dénoncée. Et lorsque vous questionnez l'histoire de l'Afrique, vous remarquez que les mouvements tels que le printemps arabe, tels que le mouvement Yanama du Sénégal et le ballet citoyen ont été des mouvements qui ont conduit à une certaine gestion de pouvoir. C'est-à-dire que ceux-là qui étaient aux affaires avant que ces mouvements-là ne commencent ont été chassés du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il y a une certaine prise de conscience du peuple. Voilà, il y a une certaine prise de conscience du peuple avec ces mouvements de ballet citoyen, Yanama et autres. Oui, je pense que avec lui, avec l'auteur, nous avons beaucoup plus nous avons penché notre réflexion sur le rôle de ces mouvements-là dans la gestion, dans la gestion étatique, la gestion des ressources de l'État et tout. Mais aussi, c'est la vie de la démocratie. Maintenant, je pense, et la question qui me vient tout de suite là, c'est est-ce qu'avec tous ces mouvements-là, nous sommes à l'ère démocratique, est-ce que nous avons évolué? Est-ce que nous avons quitté un point A pour un point B? Est-ce que le citoyen lambda aujourd'hui, grâce à ces mouvements qui ont milité, qui ont travaillé pour qu'on soit libre, d'abord c'est la liberté et tout, est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a l'impression que l'objectif a été atteint? Ibrahim? Bien, je pense que c'est trop tôt. Voilà, pour faire le bilan et dire si l'objectif a été atteint. La démocratie en Afrique, nous sommes au Bénin, on doit parler du Bénin. La démocratie, ça date, mais les mouvements citoyens, les mouvements citoyens, balais citoyens, etc., c'est récent. Et les écrivains n'ont jamais cessé de porter leur plume vers ces sociétés-là qui ont été ou qui sont emprisonnées. Ou qui sont devenus qui sont emprisonnés par les dirigeants. Oui, je réitère encore que c'est très tôt de faire le bilan, parce que quand on parle d'État, quand on parle de 60 ans, pour un État, c'est encore un État bébé. C'est encore un État très jeune, un État bébé, donc c'est trop tôt pour faire le bilan. Et quand on voit un peu la cible de ces écrivains, de tous ces mouvements citoyens, est-ce que la cible est atteinte? Pour un continent dans lequel nous avons autant d'analphabètes, autant de personnes qui ne savent pas lire, autant de personnes qui n'achètent pas de livres pour s'informer, pour se cultiver,
Est-ce qu'on peut déjà faire le bilan à ce point? Oui, je pense que ce qu'il faut faire à ce point, aujourd'hui, c'est d'abord s'occuper de la situation d'analphabétisme de la masse. Lorsque la masse saura lire, lorsqu'on va mettre à disposition de la masse de la littérature d'éveil de conscience, je pense qu'on peut faire dans 10 ans, à partir de ce moment-là, 10 ans après, un bilan. On peut faire un bilan à mi-parcours. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Jacques Chirac, un temps, avait affirmé que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Et c'est au regard d'un certain nombre de choses. La gestion clanique, le refus de l'alternance au pouvoir, les élections avec bourrage d'urnes. Le bilan, on peut le faire à mi-parcours, Ibrahim. Combien de personnes en Afrique savent qu'ils ont des responsabilités pour préserver la démocratie? Combien? Non. Combien? C'est toujours cette élite-là. La preuve, il y a des partis d'opposition. C'est vrai qu'il y a des partis d'opposition, mais c'est toujours constitué de cette élite. Et l'alternance se fait là. Maintenant, quand on descend un peu vers le bas peuple, combien savent dans la masse, combien savent quels sont leurs rôles pour préserver la démocratie? Combien sont informés des actions qu'il faut mener pour dire non à tel gouvernement qui veut dépasser les limites, qui veut dépasser les bornes? Combien? Donc le problème est là. Jusqu'à la base. Si tout le monde est informé, alors là, on peut faire le bilan. Actuellement, je pense que ce qu'il convient de faire, c'est faire en sorte que tout le monde, du sommet jusqu'à la base, soit informé, que ce soit en français ou bien dans sa propre langue, que quand même que la personne ait des informations. D'accord. Oui. Harim, est-ce que vous confirmez, est-ce que l'Afrique est prête pour la démocratie? Et je crois que de plus en plus avec... la santé, quand je scrute un peu la santé de la démocratie en Afrique et tout, je trouve qu'il y a encore du chemin à faire. D'accord. Il y a du chemin à faire. Je ne voudrais pas parler de la presse qui est embrigadée d'abord. Je ne voudrais pas parler de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le refus de l'alternance du pouvoir et tout. Il y a beaucoup de mots qui empêchent encore qui empêche la démocratie d'évoluer, de grandir comme cela se doit. Merci beaucoup. Vous avez prévu 2 éléments pour nous. On a suivi déjà les 2 éléments. Oui, Harim? Alors, je vais laisser la parole à Ibrahim pour brosser un peu les perspectives de cette... Les perspectives de la rubrique. Alors, pour l'année 2023, nous allons, comme cela est déjà de tradition chez nous, nous intéresser aux œuvres littéraires contemporaines. Mais aussi, je réutilise ce mot, nous allons traquer toutes les manifestations culturelles de tout genre. Et nous reviendrons également sur les classiques de la littérature africaine, parce que c'est vraiment intéressant. Et comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Donc voilà. Merci. Fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse. Merci beaucoup, chers chroniqueurs. Merci pour ces perspectives. Allez au bout du monde. Ramenez-nous les informations culturelles et pour le plaisir des téléspectateurs. Pourquoi pas des prix? Des prix, voilà. Des prix pour la télévision également. Merci également pour ce moment de joie et de culture. Nous allons retrouver la 3e rubrique de cette émission. C'est bien sûr Junior d'Afrique. Me wadagbe nume ye no do penama. We want to present you me okolo. Ipo do ki rote ko kalo de me. We want to present you me okolo. Me wadagbe nume ye no do penama. We want to present you me okolo. Ipo do ki rote ko kalo de me. Wadagbe nume ye no do penama. We want to present you me okolo. Ipo do ki rote ko kalo de me. We want to present you me okolo.
pour toi l'autre. Oui, moi, tout est tout présent, mon colo. Elle est où nous, mi bise, c'est. Nous pon caca, non, les pachami. Mais la cada da becudo, Jésus, mais oh. On keke kwa moto kwa zonji vesedo. Oji jo bele bele chele biwe diye. Me wa monu mi onwe nyangi di baja. Me wa dagbe nu me oye no do penama. Oui wa kwe to bezanche me okolo. Yi poto ki kache kwa lote me. Oui wa kwe to bezanche me okolo. Pour toi l'autre. Oui, moi, tout est tout présent, mon colo. Venez voir comment Jésus a changé ma vie. Change my life. Come and see what he has done. Venez voir comment Jésus a changé ma vie. Venez voir ce qu'il a fait. Come and see how Lord Jesus has changed my life. Come and see what he has done. Mais what? Le plateau de Eddie Kamikoto qui ne cesse de me déranger en off, il est déjà là. Eddie Kamikoto, vous le connaissez, c'est notre psychopédagogue maison. Mais avant d'aller vers Eddie, nous allons écouter Vanessa. Vanessa avec le bulletin des informations éducatives. Vanessa, bonjour. Bonjour, sinon à nouveau bonjour à lui et bonjour à vos chers téléspectateurs. Alors, notre bulletin d'information éducative de la semaine table en premier lieu sur l'ouverture du colloque international coordonné par l'AMICOD, le laboratoire d'analyse migration, conflit et développement de la FACH, la faculté des sciences humaines et sociales. Le jeudi 12 janvier dernier à l'université d'Abomey-Calavi, axé sur le thème « Questions des migrations transfrontalières et défis sécuritaires en Afrique », cette conférence a pour objectif d'analyser les causes et les facteurs des migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique subsaharienne, en particulier avec pour conséquence une généralisation des conflits armés entre plusieurs pays. Toujours en milieu universitaire, dans la matinée de ce même jeudi, il a été constaté au laboratoire d'entomologie appliquée du professeur Alavant que le plus gros climatiseur du centre Édouard Platzer a été dépouillé de son moteur. Il est important pour les autorités de l'UAC de prendre d'autres mesures sécuritaires. L'autre information éducative est le déploiement de la deuxième vague des AME, aspirant au métier d'enseignant pour le compte de l'année 2022-2023 dans les départements du Mono, Koufo, Atlantique, Littoral, Ouébé, Plateau et les collines. Par ailleurs, les nouveaux stagiaires du Yellow Graduate programme de MTN ont été accueillis par les stagiaires de 2021 lors d'une cérémonie organisée vendredi 13 janvier dernier à la direction générale de MTN Bénin. Ceci en présence de la directrice générale Ouché Ofodil et des MTNeuses. Ces derniers bénéficieront d'une formation à la carte, d'un coaching et intégreront chaque 2 mois un nouveau département durant les 12 mois du Yellow Graduate, programme 2e édition.
Fait divers à Cocotomin, arrondissement de Godomain, commune d'Abomey-Calavi. Une dame a été assassinée le samedi 14 janvier 2023. Dans la même journée et toujours dans la même commune, une autre dame dont l'identité est restée inconnue a été retrouvée morte à Women, non loin du Nouveau Pont. Pour rappeler, le 29 novembre 2022, le corps d'un jeune homme a été retrouvé sans vie au niveau du même pont. Les enquêtes sont en cours pour démasquer les acteurs de ces actes horribles. Un tour au Togo où dans le but de prévenir les comportements addictifs des jeunes et de réduire la prévalence de la consommation des substances nocives en milieu scolaire et extrascolaire, le gouvernement togolais, lors du conseil ministériel du mercredi 11 janvier 2023, a sorti la décision de renforcer la lutte contre l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives afin de réduire les dommages sociaux liés à leur consommation et commerce. Du Togo, rendons-nous au Guinée où le gouvernement guinéen assisté par l'UNICEF vient d'initier Learning Passport, une plateforme de renforcement de leur système éducatif pour une meilleure qualité de l'enseignement dans les écoles élémentaires. L'expérimentation en première phase de cet outil digital a lieu le 13 janvier passé dans l'établissement bénéficiaire du projet. Cet outil avantage élèves comme enseignants souvent défavorisés en termes de support pédagogique. Et c'est ainsi que prend fin ces informations éducatives. Merci beaucoup à vous, Vanessa. Merci pour ces informations éducatives. Nous allons recevoir maintenant Priska Awansou. Priska Awansou, bonjour. Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs. Heureuse année, mes meilleurs vœux à tout un chacun de vous. Tout au long de l'année 2022, nous avons eu à vivre des moments exceptionnels. Ces moments nous ont permis de partager beaucoup de choses sur le plan éducatif et scolaire. À l'instar de ces moments vécus, deux nous ont marqués et avec la complicité du régie, nous passons le premier élément qu'est l'interview de Sambieni, un jeune garçon, premier dans une école de Parakou avec 19 de moyenne en classe de 4e. Suivons-le. Bonjour Théodore, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. D'accord. Présente-toi. On m'appelle Sambieni Théodore. Je suis du collège d'enseignement général au Kédama, en classe de 4e M4. Alors Théodore, dites-nous, comment vous vous sentez après avoir réalisé cette performance? Après avoir réalisé cette performance, je suis joyeux, mais je suis encore un peu douteux pour le travail que je vais accomplir au niveau du second semestre. Avez-vous l'habitude de travailler seul ou bien en groupe? Bon, souvent j'ai l'habitude de travailler seul et d'autres fois lorsque mes amis ne comprennent pas, j'ai souvent l'habitude de travailler avec un groupe. Alors, comment vous vous arrangez pour vos apprentissages et révisions? Connaissez-vous des difficultés dans certaines matières? Oui, je connais et j'ai rencontré aussi certaines difficultés dans d'autres matières, mais j'ai essayé de les surmonter en faisant les exercices, en m'appliquant. Alors, comment tu t'arranges pour tes apprentissages, pour tes révisions? Comment tu fais? Bon, au niveau de mes révisions, j'essaie de réviser avant d'aller au cours. Là, au niveau, lorsque je veux composer un devoir, ça devient comme une simple révision pour moi. J'essaie de réciter le cours avant d'aller composer et je fais quelques exercices pour m'appliquer. As-tu des maîtres d'études à la maison? Bon, je n'en ai pas de maître d'études. J'essaie d'étudier seul ou d'autres fois avec mon frère. C'est ça. Tes deux parents sont toujours là? Non, je vis avec ma maman. Ta maman? Oui. Donc, le papa est où? Il ne vit plus. Ton papa ne vit plus? Il y a de cela quelques années. Oh là là, du courage à toi. Merci. Avez-vous des conseils à donner à vos camarades élèves béninois pour qu'ils excellent comme vous? Oui, je leur dirais aussi d'essayer
de rechercher un peu, de vouloir comprendre parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je leur dirais aussi de chercher à comprendre et d'avoir l'envie de travailler. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur. Il est souvent rare d'avoir des résultats aussi extraordinaires dans les collèges publics. Généralement, ce sont les collèges privés de Cotonou et ses environs qui réalisent de telles performances. Monsieur le directeur, quel sentiment vous anime d'avoir produit celui qu'on n'hésitera pas à nommer le premier des premiers de tout le Bénin? Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime lorsque nous avions un élève qui travaille. En tant que première autorité, nous ne pouvons qu'être en joie. C'est un élève qui a déjà montré ses pas depuis l'année passée. Vous savez, vous qu'elle avait 18 pour aller en classe supérieure, pour aller en 4e. Et cette année, 19 déjà au premier semestre, cela montre que vraiment, c'est un génie. Merci, directeur. On suppose que vous êtes en contact avec ses parents et vous en savez davantage sur comment ils étudient aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Dites-nous, comment étudie-t-il? A-t-il des répétiteurs qui l'accompagnent à la maison ou bien travaille-t-il tout seul? Vous seriez étonné, cet enfant n'a pas de répétiteur. D'abord, il est un orphelin de père, il vit avec sa maman et la maman est ménagère. C'est ici le moment, n'est-ce pas, de dire merci à cet enfant qui a pris très tôt conscience de sa vie et qui commence par travailler. Et nous, en tant qu'autorité et en tant que parents, notre rôle est de prier pour lui pour que les mauvaises personnes ne puissent avoir la main sur lui et qu'il puisse continuer comme ça pour qu'il puisse être une superstar de l'éducation béninoise. Il arrive, ce que l'on ne souhaite pas, que de brillants élèves, de véritables génies sombrent à un moment donné de leur cursus au point de devenir méconnaissables. Comment comptez-vous vous y prendre pour maintenir et pérenniser cet éclat de Sambieni? Chaque matin, nous devions, n'est-ce pas, prier pour lui, monsieur le journaliste, nous devons prier pour lui pour que le Seigneur puisse l'accompagner, pour que le sang de Tout-Puissant Jésus puisse le couvrir, surtout qu'il est Théodore, afin que les sorciers, les mauvaises personnes puissent, n'est-ce pas, l'oublier. Et sa maman aussi ne fait que prier pour cet enfant afin qu'il puisse aller très loin. Merci. Est-ce qu'il est possible à tous les élèves d'obtenir de très bonnes moyennes? Tout à fait, il est possible lorsque l'enfant prend très tôt conscience de sa vie. Vous savez, nous, la plupart du temps, nos enfants ne prennent pas conscience parce qu'ils ont tout à la maison et ils s'amusent. Ils ne savent pas qu'il faut se préparer. Tout est possible lorsque l'enfant prend conscience et il écoute les conseils, n'est-ce pas, des parents et les conseils des professeurs de l'établissement. On peut avoir des élèves qui brillent aussi bien que dans le public que dans les privés. Merci. Quel conseil donneriez-vous aux élèves en tant que parents et directeurs? En tant que parent, je dirais aux enfants, la première des choses, c'est d'apprendre leurs leçons, de respecter les professeurs, de respecter les amis et de faire beaucoup d'exercices. En tant que directeur, je leur dirais, la première des choses, lorsqu'ils ont une nouvelle leçon arrivée à la maison, ils doivent lire la leçon. Lire, relire 3 ou 4 fois avant de déposer le cahier. À telle enseigne que le jour où ils vont apprendre la leçon, ça rentre rapidement. Et ils doivent faire des exercices. Ils doivent lire. Ils ne doivent pas s'amuser. La plupart de nos enfants aujourd'hui s'amusent, regardent la télé. Ce n'est pas le cas de Sambieni Théodore. Lui, il ne regarde pas la télé. La maman veille, n'est-ce pas? Elle est stricte par rapport au problème des masses médias. Au point où nos enfants, ils s'occupent plus de la télé que des cahiers de cours, que des livres. Et ça a un impact négatif sur leurs résultats, que nous devions, n'est-ce pas, combattre en tant que parents. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée, monsieur le juge. L'élément de notre premier, avec 12 de moyenne. Voilà. 19 de moyenne. Voilà. Avec 12 ans. Avec 12 ans, voilà. Merci la régie. Je m'intéresse à Eddie Kamikoto. C'est quand même extraordinaire pour un jeune garçon en classe de 4e d'avoir 19 de moyenne aujourd'hui au Bénin. C'est extraordinaire, ça ne court pas les rues, c'est catégorie d'apprenants. Et je pense que nous étions tous émus l'année dernière quand nous avons appris que ce jeune garçon, Sambieni et Théodore, a pu réunir 19 de moyenne en classe de 4e malgré les coefficients, parce que
coefficients interviennent et donc les notions deviennent un peu plus corsées. Il y a de nouvelles notions qui interviennent. Et puis, les coefficients intervenant aussi, ça rend comment dire, la performance un peu complexe, et pourtant il a pu relever ce défi. Et puis ce qui a davantage sidéré, c'est sa façon d'étudier, sa manière d'étudier. C'est un garçon qui s'est débattu seul, qui n'a pas a priori des répétiteurs à la maison, qui n'est qu'avec sa maman, et donc on peut dire qu'il n'est pas forcément accompagné par tous les moyens au plan financier, au plan matériel, au plan moral, et pourtant il a pu relever ce défi-là. Et donc, c'est élogieux. Et comme il a dit dans son adresse à ses autres camarades élèves du Bénin, ce serait bien que chaque élève prenne conscience du défi à relever lorsqu'on est apprenant et que chaque élève puisse davantage travailler en allant au-delà de ce qui se fait à l'école. Ça, c'est un exemple. Et je dirais même que ça pourrait déjà faire école. Sambieni pourrait être enseigné dans les écoles, c'est-à-dire parler de lui aux autres élèves qui sombrent encore. Histoire de les motiver. Bien sûr, bien sûr. Ce serait une source de motivation. Non, voilà, puisque vous êtes psychopédagogue, vous pouvez œuvrer pour que Sambieni soit enseigné dans les écoles. Ah oui, j'ai commencé. Déjà, je ne manque pas de parler de Sambieni à mes apprenants qui sont encore à la traîne. Je l'ai fait l'année dernière. Cette année, j'ai continué de le faire pour les motiver, leur montrer qu'en réalité, rien n'est difficile, surtout quand on se donne les moyens pour réussir, on y arrive toujours. Faites tout possible pour avoir une photo de Sambieni. Vous allez peut-être que ça peut... Avec la complicité de Habib. Je pense qu'une phrase m'a marqué dans ces dits, c'est qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Donc, je pense que tout est dit là. Hein. Il a su vraiment s'occuper, il a su donner le meilleur de moi-même pour avoir cette moyenne-là. J'avoue que lors de mes fréquentations et des classes... Quand vous aviez entre-temps, 12 ans? J'ai jamais dit. Vous aviez 12 ans en quatrième, vous avez eu 12 ans en quatrième. Donc, il y en a, la plus forte moyenne, c'était souvent 17, 16, mais 19. Je pense qu'à 12 ans, il y en a qui pensent... En plus, c'est un garçon... Dans ces conditions. Ouais, dans ces conditions. La classe, franchement, et je pense que c'est vraiment à encourager ces enfants-là parce que la plupart, les jeunes de son âge pensent à comment jouer avec les amis après les cours, c'est qu'on s'amuse. On ne se consacre pas vraiment à ce qui doit être fait pour que quand même pour rehausser le niveau. Et je pense qu'il a su s'organiser, il a su mettre les points sur les i. Comme il le faut, il a su être rigoureux envers lui-même et a donné le meilleur. Et je pense que c'est vraiment à féliciter et à encourager. Et le meilleur reste à venir. Oui, vraiment. D'accord. Oui, Eddie? Oui, et puis dans le bulletin de, si vous permettez, dans le bulletin de Vanessa, voilà. La situation où le cambriolage est intervenu au campus à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Quand même. Je pense que non, ça ne devrait pas étonner, vous savez. Ça ne devrait pas étonner. Non, ça ne devrait pas surprendre. Au-lieu de savoir. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'aujourd'hui... Et ça pose même le problème. Justement, quand j'en aurai fini... Primaire, quand j'en aurai fini, vous comprendrez que ça ne doit pas étonner ou ça ne devrait pas étonner. Vous savez, on a dit l'université. Ouais. Mais quand vous entrez dans l'université d'Abomey-Calavi, c'est une maison sans aucun contrôle. C'est peut-être choquant, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une maison sans aucun contrôle. Il y a certes un portail principal et un portail secondaire, mais il y a d'autres entrées et d'autres sorties. Et puis, on ne peut pas savoir qui est qui à l'intérieur de l'université. Et les statuts des différentes personnes qui entrent, qui ressortent de cette maison-là, on ne peut pas forcément les maîtriser. Ouais. Donc, il y a un flux, en fait, qui n'est pas maîtrisé par les autorités. Et puis, quand je vais plus loin, l'université aujourd'hui végète dans une obscurité élégante les soirs, à partir de 19h. Non, à partir de 19h, vous ne voyez plus rien à l'université. Oui. Une obscurité élégante. Ah oui. Parce que ça vous sidère. Et puis on se demande, mais comment ce haut lieu de savoir peut être ainsi entretenu? Vous savez, lorsqu'il y a l'obscurité, les malins ou les vilains ont les occasions, les opportunités pour commettre leur bévue. Ouais. Et donc, on ne peut pas condamner X et Y lorsqu'on commet des forfaits. Et puis plus loin, à quel moment est-ce que l'université est sécurisée? Est-ce qu'aujourd'hui, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie, ou bien on contrôle tout au moins à l'entrée qui y entre
et qui ressort de cette université-là, point d'interrogation. Et puis, pour finir, les AME, je trouve quand même que c'est dommage pour une 3e année d'expérimentation qu'on soit en train de déployer des aspirants au métier d'enseignant 7 mois après que la rentrée est démarrée. Vous ne savez pas. Non, vous savez, il n'y a pas de raison pour justifier ça. Il n'y a pas forcément les raisons. Non, on n'a pas besoin de connaître les raisons, mais c'est dire que cette réforme-là, elle est à revoir de fond en comble. Et puis, je vais dire, pour finir, vous avez fait l'enquête. Vous n'avez pas fait l'enquête. Non, mais le ministère a publié la liste des déployés et on sait que cette semaine, des gens ont été déployés. En tant que journaliste, nous sommes en janvier 2023. La rentrée a commencé le 19 septembre 2022, ça fait 5 mois. En tant que journaliste, vous pouvez écrire au ministère, vous leur demandez, mais pourquoi les cadres et le cabinet du ministère, ces gens-là sont là pour conseiller le ministre. Vanessa, je vous arrache la parole. Oui, Vanessa, par rapport au vol à l'université d'Abomey-Calavi, un mot pour finir ce plateau. Par rapport au vol, qu'est-ce que je vais dire? C'est comme Eddy l'a dit, c'est l'obscurité totale les soirs. Et même quand tu entres, quand tu te réveilles tôt et puis tu fais un tour dans le campus aux environs de 6 heures, il n'y a pas la lumière. Et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure occasion pour ces personnes-là de quand même commettre le forfait. Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs. Nous allons vous raccompagner et installer Atman Bouba. Fils du vaudou, fils du pays, boy, Joe. Didato, yo, en avant, badou, yo, est aucune notion de la musique, venez prendre des coups de solfège. Non plus d'inspiration, c'est pas naturel, non, c'est mon sortilège. J'ai dû enceinter le carrière pour donner naissance au rap béninois. Le vrai rappeur béninois, c'est moi, donc c'est moi, je fais la loi. Ils savent tous que je fais le poids, mais je suis pas gros. Après nous, bana tout trop pété des cas, moi, y'a ma bana du glow. Bobo, fils du vaudou, fils du pays, boy, Joe. Didato, yo, Jeunesse dorée, émission spéciale. Eh bien, nous sommes dans la rubrique kiff numérique, votre rubrique, votre kiff. Et les chroniqueurs que vous kiffez, voilà, sont déjà en plateau pour vous rendre ce moment agréable, moment de plaisir avec Atman Bouba. Bonjour. Bonjour Habib, bonjour à nos amis téléspectateurs et bonne et heureuse année à vous tous. Léa, bonjour. Bonjour, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Alors Habib, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons parlé de l'actualité de l'année 2022 qui a été marquée beaucoup plus sur le plan numérique par deux événements, je dirais en fait deux innovations majeures qui sont en fait l'IA, l'intelligence artificielle et le métaverse. Alors, sur l'IA par exemple, nous allons écouter rapidement l'intervention. Nous avons reçu d'ailleurs, je le rappelle, un invité qui est revenu en fait sur les deux innovations mentionnées tout à l'heure, l'intelligence artificielle et le métaverse. Il s'appelle en fait Parisius.
Parisus, voilà, je vais y arriver. Et bien, nous allons partir du côté de la régie et revenir rapidement sur le plateau. Déjà, j'aime bien, en fait, la définition de l'intelligence artificielle est aussi ambiguë que la définition du marketing. Il y a plusieurs maisons de pensée et moi, je m'accorde pour les nuls. L'intelligence artificielle, c'est la capacité de donner, en fait, la possibilité de donner à l'ordinateur la capacité d'imiter un tant soit peu l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ça, permettre à un ordinateur, une machine électronique, de pouvoir penser, de pouvoir faire des analyses telles qu'on le ferait avec notre intelligence en tant qu'humain et de pouvoir fournir des résultats. Donc, comprendre, analyser, résultats. Et donc là, c'est bien fait que la machine serait en mesure, serait capable de réfléchir comme un humain. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment possible qu'une machine réfléchisse comme un humain? Le but, c'est vraiment d'atteindre l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, déjà, c'est complexe. Pour ceux qui étudient le cerveau, qu'on définit souvent comme la base de l'intelligence artificielle, ce n'est pas déjà aisé de comprendre comment tout le cerveau fonctionne. C'est encore une zone connue, mais aussi très inconnue. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui se repose sur ce qu'on connaît déjà. Par exemple, à la base, on parlait juste d'algorithmes de graphes, de théories de graphes, où il fallait chercher des possibilités dans un arbre de possibilités, quelle que soit la taille, et élaguer des possibilités. Aujourd'hui, on vous parle de réseaux de neurones. Et quand je vous parle de neurones, on parle, vous vous rappelez, les neurones sur l'être humain, c'est dans le cerveau, qui font un peu les ramifications de notre cerveau pensant. Donc, on essaie d'imiter déjà aujourd'hui un réseau de neurones qui pourra avoir un jeu de données, analyser des données, les classer, les conceptualiser et en sortir des résultats. Donc, est-ce que c'est possible d'imiter l'intelligence humaine? Possible, oui. Mais à quel horizon, aujourd'hui, on ne saurait le dire. D'accord. L'intervention de Parisus, Fonsou, ingénieur logiciel sur l'intelligence artificielle avec un nom sur Kif numérique. Et Abiba, c'était quand même de la masterclass. Hein? Franchement, j'étais tellement sidéré par ce plateau parce que vous savez, la menace qui plane surtout sur ces questions de digitalisation avec l'avènement de l'IA. Vraiment, je me demande si on peut s'en sortir. Ça, c'est la grosse interrogation que je me pose. Et là, peut-être que vous allez répondre à cette question. Oui, nous allons répondre à la question, évidemment. Mais d'abord, je tiens à rappeler en fait qu'en rebondissant sur l'intervention de Parisus, une IA est un algorithme développé pour se substituer en quelque sorte à l'intelligence humaine et qui fonctionne sur la base d'instructions. Et en 2022, vers la fin de l'année 2022, précisément le 30 novembre 2022, il y a une intelligence artificielle qui a vu le jour, qui a été lancée en fait par OpenAI, ChatGPT, c'est son nom. Et c'est une intelligence artificielle en fait très avancée qui fournit des réponses assez réfléchies et profondes à toutes les questions sur n'importe quel sujet et dans plusieurs langues à la fois. Wow. Eh bien, elle a assez aidé à la réalisation de certaines tâches, certains cas de la rédaction en fait des messages de souhait pour la fin de l'année. Mais la préoccupation, comme tu viens de le dire, Habib, c'est est-ce qu'elle pourra se substituer, est-ce qu'elle va en fait créer la suppression de certains emplois ou encore est-ce qu'elle pourra en fait se substituer à Google? Et là, nous avons en fait des avis d'internautes qu'avec Léa, nous allons les parcourir rapidement. Si la région aussi avec nous. Oui, Léa. Déjà, je lis le commentaire de Anocal Job qui répond à notre chroniqueur Atmond. Il dit, mon cher Atmond, comme tu le constates si bien, ChatGPT est parti pour menacer bien le métier et par celui de rédacteur web. Et là, déjà, je voudrais dire, on sent que c'est la rédaction web qui est la plus menacée, mais pas forcément. Il y a d'autres métiers qui sont menacés, mais on aura toujours besoin des humains. Mais pour les commentaires, on continue toujours. Les gens qui glosent le contraire me font penser aux dactylos qui se posaient des questions pendant que la démocratisation de l'informatique boutait leur métier. J'ai testé cet outil de fond en comble et je le garantis que même les enseignants ont du souci à se faire si l'intelligence artificielle continue de nourrir de savoir. Si Google en a peur, nous devrions réfléchir par deux fois. Les secrétaires et autres assistants aussi sont en danger. Cette intelligence artificielle peut rédiger un courriel précis sur la base de consignes claires. J'ai essayé
pas de savoir si ces métiers et bien d'autres sont menacés, mais dans quelles conditions ils doivent se réinventer et se repositionner face à un concurrent. Et donc le débat a continué sur Internet. Et voilà un peu ce qu'on pourrait dire par rapport aux internautes. Mais il y a également le juriste Angelo Adelakun. Qui est, voilà, on avait l'information sur l'écran. Le juriste Angelo Adelakun qui est intervenu, mais c'est assez intéressant parce que c'est un juriste qui n'est pas vraiment spécialiste du numérique. Et là, je dis ça, son intervention. L'IA, c'est l'avenir. Il n'y a même plus à débattre sur cela. Voilà, l'IA, c'est l'avenir. Il n'y a même plus à débattre sur cela. Et juste après le juriste, nous avons Modeste Alima, qui lui va dans le sens en fait de la fin de Google. La fin de Google, je doute fort. Il leur faut juste trouver le moyen de combiner leur business model, actuellement basé sur les ads en partie, et une solution IA. Sinon, ils ont largement les moyens d'en développer aussi une. Là, il parle beaucoup plus de chat GPT. Eh bien, voici les quelques interventions des internautes que nous avons essayé de recueillir. Abiba, ce qui ressort beaucoup plus, c'est la menace du métier en fait de web rédacteur. Je sais que Léa est rédactrice web, mais comment est-ce que vous, les rédacteurs, vous voyez en fait l'avènement de ChatGPT? Bon, je pense que quand quelqu'un écrit, quand nous écrivons, nous y mettons de nous-mêmes à chaque fois que nous écrivons. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider, ça on en est sûr, et semble vouloir nous remplacer, mais elle ne pourra pas remplacer ceux qui sont vraiment excellents dans le métier, parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour recadrer. C'est l'intelligence artificielle. Elle essaie beaucoup, elle rend même des tests parfaits. Mais ce qui est sûr, il y a l'âme des écrivains, l'âme des rédacteurs que cette intelligence ne va pas pouvoir atteindre. Donc, quelque part, il y a l'excellence en fait. Est-ce que vous, on dit que l'intelligence artificielle est capable de produire un test à 5 étoiles, par exemple, un test vraiment qui donne à lire et à relire plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que le client, comme on aime à le dire en rédaction web, est-ce que le client qui commande, qui cherche à faire du profit ou à s'en tenir à vous? Vous savez, il cherche certainement à faire du profit. Il cherche à faire du profit. Mais le danger encore avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on viendrait à un niveau où on peut rapidement faire du plagiat. Alors que c'est ce qu'on cherche. Ah bon? Oui, parce que je suppose, quand on met tous des mots-clés... Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, n'est pas d'accord. Non, en fait, je ne suis pas en partie d'accord avec elle. Parce que oui, le volet, en fait, le risque du plagiat est là, c'est la menace y est. Moi, j'ai essayé de travailler pour ChatGPT, je l'ai essayé depuis sa sortie en décembre. J'ai même essayé en fait avec les messages de souhait de fin d'année. C'est vrai que les messages sont assez profonds, les réponses sont assez approfondies, assez réfléchies. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec l'outil. Il va très vite, en une fraction de seconde, il dépasse. Je vais me permettre de le dire en fait, il dépasse l'intelligence humaine en une fraction de seconde. Mais la limite, c'est ce que vient de soulever en fait Léa. Il a une multitude d'internautes qui essaient en fait d'utiliser cet outil. Encore qu'aujourd'hui, moi j'ai essayé en fait de me connecter à l'outil, mais il n'était pas en fait accessible parce que selon le message qui venait, c'est qu'il y avait assez de requêtes qui étaient là. Et donc, il fallait quand même prouver l'intelligence, ça va, il y aura du plagiat. Encore que, je donne l'exemple comme ça, en France, il y a des étudiants en année de master qui ont été interpellés par leur professeur parce que le devoir de maison, ils l'ont fait avec l'intelligence artificielle et le professeur a remarqué en fait qu'il y a une forme de similitude dans les travaux des étudiants. C'est ce qui a attiré en fait son attention. Et quand c'est rappelé des étudiants, en fait que voilà, ils ont fait appel à l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc c'est vrai que il y a des tests qui vont se répéter. Maintenant, quant à la fin de Google, c'est vrai que c'est mitigé. C'est mitigé parce que oui, au départ, Google permet en fait Google Index des pages permet en fait aux internautes de faire des croisements de sources d'informations, mais ChatGPT synthétise déjà l'information. Donc c'est ce que lui n'a pas. Mais aujourd'hui, Microsoft décide d'investir selon BFM TV 10 milliards de dollars dans ChatGPT afin de l'intégrer à son moteur de recherche qui est Bing. Et déjà là, c'est que Google doit se sentir menacé. Sauf si on connaît tous Google, on sait que Google c'est une puissance. Sauf si Google aussi derrière travaille pour... Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas les sources.
avec l'intelligence artificielle qui est en train d'être développée, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a. Alors qu'avec Google, tout est référencé et on peut travailler pour nos mémoires, nos thèses. Exactement. Mais de l'autre côté, on l'a l'a pas. En fait, la limite de ChatGPT, lui, c'est détecter l'information, alors que dans le domaine de la recherche scientifique, il faut en fait une certaine démarche avec des sources pour faire en fait les hypothèses, les informations. Deuxième vidéo. Alors, pour vers la fin de l'année 2021, l'entreprise Facebook a lancé les hostilités en devenant Metaverse, et tout au long de l'année 2022, le concept a fait partie des actualités. On va retrouver Parisus encore avec la régie et on revient sur le plateau. Le métaverse, c'est en fait, déjà aujourd'hui, c'est comme un gros phénomène de mode. Facebook qui a changé son nom pour devenir Meta. Donc on va faire rapidement une distinction. Quand on parle de métaverse, quand Facebook vous parle de métaverse, il y a deux choses. Le métaverse, l'univers de Meta. Donc Facebook, WhatsApp, Instagram, voilà. On va pas parler de ça, on va parler du métaverse au sens large. Méta dans le sens plusieurs et verse pour faire univers. Donc on prend plusieurs univers et on les met ensemble. Vous voyez? Et quand on dit métaverse aujourd'hui, c'est prendre cette salle-là, la vie réelle, vous permettre de regarder non seulement à la télé, mais aussi dans un cadre de réalité virtuelle, vous permettre de voir ce que nous faisons aujourd'hui sur ce plateau. Vous voyez? Internet, c'est quoi? Internet, c'est d'abord plusieurs ressources qui sont centralisées aujourd'hui, quelque part, sur des serveurs, et nous pouvons y accéder. D'accord? Ces ressources-là sont détenues par des entreprises ou des particuliers, et nous, on y accède aujourd'hui. Et quand on y accède, c'est pour faire quoi? Partager des données, échanger, communiquer. Donc, le métaverse, ça ne change pas. On quitte notre monde réel, on va dans plusieurs mondes interconnectés, on échange, on partage. Seulement, le métaverse se veut décentralisé. Tout n'appartient pas à une seule personne, à un seul serveur. Chacun est maître de ce qu'il met sur le métaverse, chacun le stocke là où il veut et on est le maître. Donc le métaverse, en fait, c'est une version un peu plus décentralisée de Internet qui vous permet un accès homme-machine, plus écran, personne, mais personne directement dans l'univers de l'ordinateur. Donc petit à petit, on va évoluer. Aujourd'hui, on a les casques de réalité virtuelle, bientôt on aura les lunettes, on en a déjà certaines, on aura des lentilles. Dans un futur proche, peut-être à la naissance, vous êtes incorporé une puce qui vous permet d'avoir un accès au métaverse. Donc oui, c'est l'Internet de demain dans le sens que ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait, mais de manière décentralisée, un peu plus accessible à la masse. Tu vas parler de... Voilà. Donc, Atman Bouba, est-ce que le métaverse est l'Internet de demain? Alors oui, je dirais à coup sûr, comme l'a dit Parisus, le métaverse est l'Internet de demain. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que la technologie va se développer en 2023. Ça fait partie peut-être des grandes attentes, je vais dire, pour 2023, l'IA et puis le métaverse. Parce que le métaverse, aujourd'hui, on le dit, on l'affirme, c'est l'Internet de demain. Mais la technologie pour déployer le métaverse n'est pas encore accessible totalement. Ok, d'accord. Là, moi, je me permets de poser la question à vos chroniqueurs. Rapidement, parce que nous n'avons qu'une seule minute. Au Bénin ou dans le monde entier? Non, dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a des essais qui sont en train d'être faits, mais totalement prêts à 100%, pas encore. Non, au Bénin, nous ne sommes même pas encore dans les prémices du métaverse. Ah, mais quand même, je pense qu'il y a des salles de jeu. Oui, ça, c'est de la réalité virtuelle et de la 3D. Là, nous faisons encore les premiers pas dans la réalité virtuelle de la 3D. Et comme il a dit, il a su bien faire la nuance entre la 3D, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La 3D aujourd'hui, avec les lunettes de 3D au cinéma, oui, ça se fait déjà au cinéma au Bénin. Avec les lunettes de 3D, on va voir en fait les films en 3D où les 3 dimensions sont là. On peut en fait voir un peu comme si on était immergé dans le film, dans l'élément en quelque sorte. Et c'est ça en fait la différence avec la 3D. Merci beaucoup à vous, Atman Bouba. Merci également à vous, Léa. Merci pour ce plateau, pour cette émission spéciale. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à Nestor et à toute l'équipe de la production, à toute l'équipe de la réalisation également. Merci pour ce numéro. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut.